Chers collègues, Monsieur Coronado pour le groupe Écolo, puis ensuite Monsieur Dolès pour le groupe GDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Premier ministre. Vous l'avez dit dans votre intervention, le Président de la République a annoncé une réforme de la Constitution devant le Parlement réuni en Congrès pour d'une part constitutionnaliser l'état d'urgence et introduire d'autre part la déchéance de nationalité pour des citoyens nés français et disposant d'une autre nationalité. Ce débat nous occupe depuis cette date. Il a souvent pris une tournure polémique. Et pour être très franc, vos déclarations, Monsieur le Premier ministre... Je voudrais simplement vous demander de prêter attention aux propos de l'intervenant. Il y a un brouhaha qui est un tout petit peu pénible. Je disais donc tout simplement que ce débat avait pris une tournure polémique et que vos déclarations, Monsieur le Premier ministre, vous connaissez ma franchise, n'ont pas toujours permis d'apaiser les tensions que les propositions présidentielles avaient déclenchées et avivées. La déchéance de nationalité pour des citoyens nés français disposant d'une autre nationalité a cristallisé le débat public, tant il est vrai que cette proposition n'est pas de gauche, pour reprendre les mots du premier secrétaire du Parti socialiste, et qu'elle troublait en tout cas naturellement les parlementaires de la majorité. C'est en effet une proposition de l'extrême droite, recyclée par une partie de la droite. Elle figurait, comme vous vous en souvenez, en bonne place dans ce que l'on connaît désormais comme le discours de Grenoble et avait suscité un tollé dans les rangs de la gauche et même dans les rangs d'une partie de la majorité d'alors. François Hollande lui-même avait alors qualifié d'attentatoire à ce qu'est finalement la tradition républicaine et en aucune façon protecteur pour les citoyens. Je fais mienne les interrogations d'alors qui étaient en fait des oppositions du président de la République. Est-ce que ça va améliorer en quoi que ce soit la protection et la sécurité de nos concitoyens ? Mais passons au projet de loi qui contient 2 articles. Le premier propose de constitutionnaliser l'état d'urgence, l'instauration d'un dispositif d'exception privant les citoyens de certaines des garanties les plus essentielles que procure un état de droit et que garantit la Constitution est en soi problématique. Problématique aussi de procéder à une réforme sous état d'exception alors que des libertés fondamentales se trouvent aujourd'hui entre parenthèses. Problématique enfin parce que le rôle de la Constitution n'est pas tant de conférer des compétences ou de donner une assise juridique au pouvoir politique que d'encadrer et fixer des bornes aux titulaires de ces pouvoirs. Vous avez évoqué dans votre intervention le renvoi à un projet de loi ordinaire, des conditions d'application, des prérogatives qui permettent de mener à bien des perquisitions ou des contrôles d'identité. Ce que je constate, c'est que à aucun moment, vous n'avez évoqué en tant que tel des mesures permettant un meilleur encadrement. J'ai entendu notre collègue Menucci souhaitant en fait un contrôle constitutionnel de l'état d'urgence. Je voudrais simplement lui dire que le groupe socialiste aurait pu le faire pour le texte voté et qui pourra le faire pour le texte qui nous sera soumis à reconduction la semaine prochaine, enfin qui sera déposé la semaine prochaine devant le Conseil des ministres. Sur le fond, je crois que tout peut se faire dans la loi, qu'il n'est nul besoin de modifier la Constitution. Sur l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a en effet répondu, comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur, dès 1985 aux objections. Il admet que le silence de la Constitution n'interdit pas au législateur ordinaire d'instaurer l'état d'urgence sur le fondement de l'article 34 de la Constitution. Il a en effet estimé qu'en inscrivant l'état de siège, régi jusque-là par la seule loi du 9 août 1849 à l'article 36 de la Constitution, le constituant de 1958 n'avait pas souhaité pour autant exclure la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public. La Constitution de 1958 n'a en effet pas abrogé la loi du 3 avril 1955 et ne l'a pas constitutionnalisée non plus. Cette loi a d'ailleurs été modifiée à plusieurs reprises depuis. Elle a été adaptée aux circonstances. En novembre 2005, le juge des référés du Conseil d'État affirmait en effet que la consécration du régime de l'état de siège sur le plan constitutionnel ne fait pas obstacle à ce que le législateur institue un régime de pouvoir exceptionnel qui lui sont constitutionnellement dévolus, un régime de pouvoir exceptionnel distinct du précédent, reposant, non comme c'est le cas pour l'état de siège, sur un accroissement des pouvoirs de l'autorité militaire. Et dans une récente décision rendue sur la rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel n'exclut pas non plus la possibilité pour le législateur
de prévoir un régime d'état d'urgence et qu'il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Il peut apparaître étonnant que le principe de hiérarchie des normes n'ait pas imposé que ce régime d'exception soit organisé par la Constitution. Le Constituant de 58 ne l'a pas souhaité et la jurisprudence est assez claire depuis. Nous pourrons revenir sur la question de l'encadrement dans le débat sur les amendements. Et puis il reste une question fondamentale que vous avez fait naître dans le débat public, Monsieur le Premier ministre, c'est l'adéquation de l'état d'urgence à un état d'exception, limité au périmètre du territoire national, limité également dans le temps, face à une menace globale, diffuse et pérenne. Est-ce que c'est le meilleur état pour affronter, en effet, la menace terroriste? Vous n'avez pas, sur cette interrogation-là, apporté beaucoup de réponses. Sur la déchéance en elle-même, tout a été dit. Elle ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Vous l'avez vous-même reconnu. En quoi, en effet, l'article 2, qui consacrait la déchéance de nationalité pour des citoyens nés français et disposant d'une autre nationalité, protégeait-elle l'unité de la nation, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'elle est de nature exclusivement symbolique, sans portée opérationnelle? Quel État, d'ailleurs, accepterait d'accueillir un citoyen français déchu de sa nationalité au prétexte que nous souhaitons nous en débarrasser et que celui-ci détient la nationalité du pays? Les États n'acceptent aujourd'hui presque jamais de recevoir des naturalisés déchus de la nationalité française qu'à la condition qu'ils soient poursuivis sur place. Rappelons par ailleurs que même dans un cas de déchéance, ces individus ne sont toujours pas expulsables, bien souvent en raison des liens qui nous lient au niveau international, et je fais référence ici à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui les protège en cas de peine de mort, de traitements inhumains et dégradants. C'est par ailleurs une idée qui induit un imaginaire qui est pour le moins inquiétant. Ces personnes nées en France, grandies en France, éduquées en France, qui ont échoué et raté des projets en France, qui sont parfois passés par nos prisons et qui ont la nationalité française, ne seraient pas de vrais Français. Ils seraient une sorte de corps étranger au corps national. Je ne partage pas ce point de vue. La déchéance de nationalité, vous nous l'avez dit, vous avez décidé de présenter une nouvelle rédaction qui ne fait plus référence à la binationalité dans le texte constitutionnel ni dans la loi ordinaire. Ce que j'ai compris à vous entendre, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous semblez céder, mais en fait vous durcissez le texte, et notamment en élargissant la liste des sanctions qui apparaît extrêmement large. Je me réjouis d'ailleurs que le président du groupe UDI ait annoncé le soutien au texte, mais en souhaitant le limiter simplement aux crimes et non pas aux crimes et délits. Et puis par ailleurs, parce que j'entends et je me fie et m'intéresse aux mots qui sont prononcés, ce que je comprends, c'est que, certes, vous ne faites plus référence aux binationaux, mais dans les faits, de manière très concrète, ceux qui seront affectés par les peines de déchéance, ce seront essentiellement et uniquement des binationaux. Les autres seront protégés par les conventions internationales qui nous lient. Donc, sur cette question, je crois que notre opposition est connue. Et c'est une opposition fondamentale, et je voudrais conclure, parce que nous aurons dans le débat en sciences, vous verrez la diversité des points de vue du groupe écologiste, mais je crois pouvoir affirmer que sur cette question, nous avons une majorité pour nous y opposer. Et je voudrais simplement conclure, parce qu'il résume parfaitement ce que je pense aujourd'hui, par une citation qui résume, de votre successeur Place Beauvau. Il s'agit de Bernard Cazeneuve, qui dit « Lorsqu'Éric Ciotti a déposé un amendement sur la déchéance de la nationalité, j'ai refusé, car la lutte contre le terrorisme ne se fait pas contre la Constitution. » Merci. Merci, chers collègues. Alain Touré pour le groupe RRDP, puis ensuite Marc Dolez, et je redonnerai la parole à Monsieur le Premier ministre. Ah, c'était pas l'information. Monsieur le